tous et merci d'être là pour cette session sur aide et l'action. Ouais. Ah, c'est pas le bon... Oui, voilà. Merci Christophe. Ah, c'est tout. Voilà. Donc pour cette session sur aide et l'action internationale, vous le savez, Daniel Defer, quand il a créé aide, il s'était inspiré du Shanti Project. C'était en Californie, c'était sur l'accompagnement des malades du cancer notamment, du Gay Men's Crisis à New York, du Terence Higgins Trust à Londres. On va pas revenir sur cette histoire, mais je commence par ça pour dire qu'on ne vient jamais de totalement nulle part. On va parler des relations de aide avec les partenaires des associations africaines. On ne va pas non plus faire une table ronde sur l'épidémiologie, les enjeux, les défis. On va vraiment parler de cette histoire commune de la lutte contre le VIH. Et les 40 ans, c'est l'occasion d'avoir un regard critique au sens positif sur cette histoire-là et de la manière dont elle s'est inscrite dans cette action internationale de construire des réseaux, construire ensuite Coalition Plus, et puis on parlera aussi de l'avenir. Aide, c'est une organisation qui est située dans le monde, c'est une organisation française dont les militants sont très majoritairement français, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre de entre impensé colonial ou décolonial avant l'heure. Alors moi j'ai bien mon avis parce que on reviendra là-dessus, mais c'est une histoire très décoloniale en fait. Mais c'était important d'avoir cette approche-là parce que c'est des débats actuels, mais c'était important de l'avoir et de l'avoir avec des regards qui sont ceux des partenaires. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'avoir dans cette table ronde non pas des gens de aide, sachant qu'il y a des gens de aide dans la salle qui ont très directement contribué à cette histoire et qui très certainement apporteront leur témoignage, leur regard, leur expérience aussi. Et je rajouterais aussi une chose, ça ne devait pas être animé par moi, qui suis le directeur général de aide, c'était vraiment pas l'idée, mais il se trouve que l'IB m'a refilé le bébé, et finalement je suis très content d'avoir fait ça, et donc très rapidement, je suis très content d'accueillir la docteure Bintou Dembélé, qui est la directrice de Arcade Santé Plus au Mali, Hakima Imish, qui me regarde en me faisant les gros yeux comme toujours, qui est la fondatrice et qui a présidé longtemps l'association de lutte contre le sida au Maroc et qui a aussi présidé Coalition Plus pendant de nombreuses années. Jeanne Gabia-Nyonzima, présidente fondatrice de l'ANSS du Burundi, que je ne représente pas puisqu'on n'en a pas en plénière, et Rani Lewardigui, qui a été le directeur du plaidoyer de Coalition Plus et qui aujourd'hui dirige un think tank qui s'appelle, j'ai encore oublié, Equal, Think Equal, voilà. Donc merci à vous d'être là. Initialement, et vous le retrouvez dans le programme, il devait y avoir avec nous Martine Sonda, et elle est absente parce que elle n'a pas eu son visa. Et je veux dire un mot de ça parce que depuis plus de 15 ans, très régulièrement, dans les événements qu'on peut organiser, les acteurs importants de la lutte n'ont pas leur visa, et c'est vrai aussi dans les conférences internationales, c'est des dizaines de militants, de chercheurs, de soignants qui n'ont pas de visa, même si le dossier est fait très en avance, avec toutes les assurances que tout l'hôtel sera payé, les dépenses seront payées, les assurances sont là, les dates des colloques ou conférences sont bien connues. Eh bien, elle a eu cette réponse très classique de dire « vous allez avoir le visa le 4 décembre ». Donc c'est un scandale permanent qui empêche en fait la construction ou la poursuite de la lutte contre le VIH/SIDA, et ça me semblait important de souligner, et Martine est évidemment extrêmement triste de ne pas pouvoir être là, et nous également, parce que c'est une figure aussi importante. Elle est présidente de Rêve Plus au Burkina Faso. Voilà. On va commencer la discussion. Ce qu'on se disait avant de commencer, c'est que Jeanne, en plénière, nous a raconté l'histoire de la création de la NSS au Burundi et les premières relations avec elle. Et j'ai envie de poser la même question à Bintou. Pour commencer, comment est-ce que Arcade, puisqu'on a besoin de le savoir, est né, et comment, à quelle occasion se sont faits les premiers contacts avec Aide? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureuse de vous parler cet après-midi pour une histoire que nous avons partagée depuis 3 décennies déjà avec Aide.
Je venais d'avoir 27 ans, je finissais mes études de médecine et j'ai été recrutée par une dame socio-anthropologue qui faisait une étude sur le sida. Elle s'appelle Annie Le Palec et elle m'avait recrutée. Donc j'allais dans un quartier très éloigné de Bamako et je faisais des enquêtes auprès des femmes. Parallèlement, elle travaillait aussi dans un centre de santé communautaire où il y avait Dr Aliou Sylla. Donc, avec Aliou et elle, on était une équipe et on se parlait une fois par semaine pour faire un peu le compte rendu des études, des résultats des études que nous menions. Et l'idée de créer une association est née de ces travaux, de ces rencontres que nous faisions. Donc, Arcade Sida a été créé en 1994 par des jeunes médecins que nous étions. Arcade, c'est l'association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH. Ça a tout son sens parce que de 1994 à 1996, nous étions des jeunes médecins qui étaient considérés entre guillemets comme des rats d'hôpitaux et on allant à la rencontre des patients hospitalisés qui étaient diagnostiqués vivant avec le VIH, infectés par le VIH. Donc c'est dans ce contexte-là, entre 1994 et 1996, que nous étions des bénévoles, je dirais, avec beaucoup d'interventions auprès des hôpitaux où on recrutait les patients et on assurait le continuum de soins jusqu'à domicile des personnes. C'est en ce moment que nous avons créé un projet qui a été financé par la coopération française. Et à l'époque, c'est la coopération française qui a donné des premiers financements qui nous a permis d'ouvrir le centre d'écoute de soins et d'animation des personnes vivant avec le VIH, qui est le CESAC de Bamako. Le CESAC de Bamako est un centre de traitement ambulatoire qui a été ouvert en 1996. Et c'était un défi immense parce que vous vous rappelez, les premiers traitements venaient d'arriver justement au nord, l'AZT en 1996. Et nous, on avait la prétention de soigner les malades du sida dans un pays du Sud. Donc nous étions là, jeunes, très engagés et très persuadés que c'était la solution, passer par ça, il fallait soigner les gens. Mais on était à main nue, on n'avait pas grand-chose. Donc on avait juste un petit financement, il fallait faire le reste. Et le reste, c'est Dr Aliou Sylla, qui prenait son bâton de pèlerin, qui allait de ville en ville. C'est ainsi qu'il est venu à Paris et qu'il est venu rencontrer Aide. À l'époque, en 1997, il est venu à Aide pour rencontrer Arnaud Marty, les Vozelles, la Vozelle. Oui. Et quand cette rencontre a été faite, ça a fait comme un déclic. Et tout de suite, c'était en 1998, Franck Jougla est venu à Bamako. Il était venu nous dire, voir un peu qu'est-ce qu'on faisait. Et presque l'année d'après, il y a Vincent Pelletier, alors financier de Aide, est venu pour voir un peu comment on peut renforcer Arcade, pour qu'on puisse gérer la subvention. Donc, le premier contact a été une formidable opportunité pour nous, puisque cette opportunité nous a permis non seulement de renforcer la structure, mais aussi d'avoir l'opportunité, comme Jean le disait, on bénéficiait des médicaments qui étaient dans les hôpitaux et qui Aide se chargeait de nous envoyer déjà à cette époque-là. Donc, c'est comme s'il y a un puzzle qui s'est mis en place et ça permettrait non seulement à l'association d'avoir une vie politique, de faire beaucoup d'interventions, de mobilisation pour l'accès au traitement. Parce que tout ce qui nous avait d'abord lié à Aide, c'était qu'il fallait que les médicaments arrivent au Sud. Et je pense que c'est quelque chose qui a soutenu la création du réseau Afrique 2000, qui est un réseau fait d'associations de l'Afrique de l'Ouest. Et ce réseau-là était un moyen pour nous de nous soutenir mutuellement, de partager nos espoirs, parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, de partager nos espoirs, mais aussi de nous donner mutuellement du courage
de lutter pour que les médicaments arrivent. Et le fait que le CESAC existait, le CESAC a inspiré pas mal d'associations. Parmi le réseau Afrique 2000, la seule association qui n'était pas de l'Afrique de l'Ouest, c'était l'ANCS. Et je pense que la création du CESAC a inspiré la mise en place du centre Thurio. C'est pourquoi j'en ai les jumelles. Donc, les choses se sont un peu faites comme ça. Il y a eu une grande force mobilisation des associations de lutte contre le sida de l'Afrique de l'Ouest à travers le réseau Afrique 2000. Et l'objectif était le même que aide, amener les traitements, faciliter l'accès aux soins. Et c'était ce qui nous a liés avec aide depuis toutes ces années-là. Donc ça, c'est le point de départ au Mali. Si je me tourne vers Hakima maintenant, et on est au Maroc, ça a commencé plus tôt au Maroc, cette histoire. Est-ce que tu veux bien nous dire quand ça a commencé et comment? Écoutez, la LCS a été créée 4 ans après aide. Et nous avons été, pendant quand même longtemps, la première association de lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest. Et surtout, et puis au Maghreb, on est resté très très longtemps les seuls. Alors, on a créé la LCS à un moment où il y avait, en 88, il y avait 23 cas de sida au Maroc. On était dans un régime particulièrement, disons pas très ouvert, hein, on va le dire, voilà, pas du tout favorable à la lutte contre le sida. Et quand on a dit on veut créer une association de lutte contre le sida, je peux vous dire que le ministère de l'Intérieur, ils se sont mobilisés, il n'y en était pas question. Donc, on s'est battu, on a réussi, malgré cela, à la faire. L'opinion publique était tellement loin de tout intérêt pour la lutte contre le sida que le premier article qu'il y a eu dans un grand journal du plus grand parti marocain de l'époque, c'était « On brûle les prostituées atteintes de sida à la foire de Casablanca ». Et je vous assure que pendant au moins une dizaine d'années, voire plus, particulièrement les Marocains qui vivaient en France et qui se retrouvaient au Maroc, expulsés dans les cadres de la double peine. Il y avait énormément d'expulsions dans le cadre de la double peine. Eh bien, tous étaient au courant de cette histoire et ne consultaient pas de crainte d'être brûlés. Ça a fait un tort énorme. Alors, pourquoi j'ai pensé à la création d'une association de lutte contre le sida? Bon, d'abord, je suis médecin infectiologue, nul n'est parfait, et donc c'était... Dès qu'on a commencé à parler du sida, je cherchais le premier cas, je cherchais à dépister le premier cas de sida et je l'ai dépisté en 86. C'était pas la première personne atteinte d'infection à VIH, mais n'empêche que c'était le premier cas diagnostiqué. C'était dans une clinique mutualiste. C'était un monsieur qui était un assureur qui a été transfusé en France. Comme il était assureur, il est venu se faire opérer d'un ulcère en France. Et donc on diagnostique, on dit il faut surtout, on essaye vraiment de protéger, comme il était connu, de protéger le secret professionnel. Et un journal titre: un tel est mort du sida dans telle clinique. Donc d'emblée, dès le diagnostic, merci du premier cas, nous étions confrontés à la discrimination, au non-respect de la confidentialité. Tout cela était là. Et puis, donc, on a réussi à créer cette association. On commence par faire de la prévention dans les lycées, dans les écoles, de façon très classique. Et arrive Latefa Imen, qui va être furieuse que je parle d'elle, elle est là-bas. Latefa Imen, grande militante de la lutte contre le sida, que vous connaissez bien à elle. Et Latefa venait de réaliser une enquête sur l'homosexualité à Marrakech. Comme vous le savez, il n'y a pas d'homosexuels au Maroc, bien sûr. Elle a fait cette enquête, elle a été publiée, et la revue a été interdite.
à cause de cette enquête. Elles étaient 2 journalistes, et l'ATEFA m'avait interviewée quand elle était dans cette revue qui a vraiment compté, Kelima, qui a beaucoup compté au Maroc. Et lorsqu'elle s'est retrouvée au chômage, elle avait le choix entre un poste sur une chaîne de télévision et venir à la LCS militer pour la lutte contre le sida. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés toutes les 2 à se battre pour cette association. Et l'ATEFA a réalisé le premier travail de terrain auprès des travailleuses du sexe très populaire à Casablanca. Donc voilà comment est née la LCS. Comment avons-nous connu Aide ? Premier contact qui m'a énormément marqué, c'est la conférence internationale sur le sida à Montréal en 89. J'écoute religieusement Daniel Defer parler du malade comme réformateur social. J'étais émerveillée. Bon, j'ai vu plusieurs associations. J'ai été interviewée par une chaîne marocaine. L'interview à Montréal. L'interview a été censurée pour dire l'ambiance de cette époque. Et surtout, l'élément fondamental, fondateur de nos relations, contrairement à ce qui est écrit dans la fresque. Ce n'est pas avec Daniel Defer, c'est avec Arnaud. La même année, 89, Arnaud est invité par un virologiste pour parler du sida. Il ne leur parle pas du tout de virologie, il parle de Aide, il parle des droits des malades. Et là, l'ATEFA et moi, on était subjugués. On termine, il sort de la salle, on lui court après, il nous dit oui, on veut vous parler, Il dit oui, mais je prends un taxi tout de suite pour aller à la gare, prendre le train pour partir à Paris. C'est pas grave, on a pris le taxi avec lui, on est resté avec lui à la gare et on lui dit écoutez, c'est pas possible. Ce que vous avez dit, c'est vraiment exactement ce qu'on veut faire de notre association. Alors, il faut qu'on travaille ensemble. Il arrive, il était à l'époque président de l'Île-de-France. Il arrive, il invite l'ATEFA, elle fait la formation des volontaires, elle revient au Maroc, on rédige notre première charte éthique, on commence une formation de formateurs. Et l'un des formateurs n'était autre qu'Arnaud. Arnaud, formateur, des premiers formateurs de Aide. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, quel était ce partenariat? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de concurrence, on était les seuls, vous étiez trop jeunes, vous n'étiez pas encore là. Beaucoup de formations, beaucoup. Avec Aide Formation d'abord, et puis ensuite avec le département des actions à l'international. Et puis on a fait les formations spécialisées, on a fait les formations des élus. Et je crois qu'on peut dire que la LCS est la seule association marocaine, et en tout cas sûre de la lutte contre le sida, à avoir un programme de formation structuré grâce à elle et bénévolement. On n'a pas payé le moindre formateur pour venir, ni pris en charge, ni rien. C'était vraiment pour nous très important. Et cette formation, je pense, comme pour Aide, nous a permis de grandir sans perdre notre âme, de grandir en gardant notre caractère communautaire. Il y a eu aussi, avec Arnaud, l'accompagnement psychosocial. C'est lui qui nous a initiés à l'importance de cela. Et nous l'avons fait avec des volontaires, beaucoup de jeunes femmes, même des bourgeoises, qui étaient tout le temps à l'hôpital, qui accompagnaient les patients. Bon, après, ça s'est transformé en éducation thérapeutique. Et ça s'est transformé en éducation thérapeutique dans une circonstance particulière. Je pense qu'il ne faut pas quand même, maintenant on a la France a la présidence qu'elle a, qui n'a pas été très proche des pays africains, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il ne faut pas oublier quand même que c'est avec le président Jacques Chirac, c'est avec Kouchner qu'il y a eu le FSTI, qu'il y a eu le premier programme d'accès aux antirétroviraux, aux trithérapies, dans un pays du Sud. Et on voulait
À l'époque, moi, bien sûr, je me suis battue pour qu'on en fasse partie. Et à l'époque, Michel Kazatchkine trouvait que je faisais vraiment bourgeoise et je sais pas quoi. Il voulait pas que le Maroc. Puis il n'y avait pas beaucoup de cas de sida. Et puis il a fini par céder. Il a dit alors, on vous accorde un financement, mais il faut que ça soit fait dans les conditions d'un essai clinique. Et il est venu avec Arnaud à Casablanca. Et c'est avec Arnaud qu'on a mis en place ce premier essai thérapeutique en quelque sorte, qui a été un grand succès, qui nous a permis de traiter nos 100 premiers patients, toujours avec l'aide de aide. On a eu plusieurs directeurs qui sont venus nous aider à structurer la LCS. Il y a eu Michel Bourrelli qui est venu voir si notre action était vraiment communautaire. Je ne sais pas si c'est Bruno qui lui a soufflé d'y aller, mais bon, je crois qu'il est reparti quand même rassuré. Franck Joucla. On a beaucoup collaboré avec Franck Joucla. Lui, il a fait le diagnostic sur la restructuration de la LCS. Il nous a dit il faudrait que vous soyez une fédération. On a dit il n'en est pas question. Et quelques années après, elle n'était plus une fédération. C'est juste pour vous dire qu'on ne prenait pas tout pour argent comptant. Hein. Comme pour vous deux, il y a eu l'aide en médicaments. Et nous, c'était comment on les appelait, deux antennes, on parlait d'antennes, c'est ça, deux comités, celui de Aide Alsace et Aide Île-de-France, qui récupéraient les médicaments entamés des personnes qui décédaient et qui nous les envoyaient. Ça a duré jusqu'en, je crois, 2005. Et en 2005, il y a eu une circulaire de l'Union européenne qui interdisait l'utilisation de boîtes de médicaments entamés. Mais ça a l'air de rien. Mais non, pour les infections opportunistes, comme tu le disais, Jeanne, nous n'avions que le Colbactrim parce que c'était un générique qui coûtait pas cher. Nous n'avions rien. Et grâce à ces boîtes entamées, on a traité plusieurs infections opportunistes. On a probablement permis à plusieurs personnes d'attendre l'arrivée des trithérapies. C'était vraiment extrêmement important. Et on a démarré les premières trithérapies avec ces médicaments. Mon collaborateur qui m'a succédé dans le service, Kamal Moulhoum Filali, recevait les boîtes. Il constituait une boîte de traitement pour 6 mois. Et il venait nous dire victorieusement, on peut démarrer un traitement. Et on le démarrait. Et voilà, donc ça a été vraiment très, 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 très important pour nous. Et voilà, donc le reste, j'en parlerai plus tard. Il y aura, je crois qu'il y a des réseaux, mais on n'a pas été aussi important que vous dans le réseau Afrique 2000. Nous, on a eu d'autres réseaux dont on pourra parler. Merci. On va venir au réseau. Je croyais que j'allais être très brève, bah tu parles. Si on en vient au réseau justement, Jeanne, est-ce que tu peux tu as fait une allusion au réseau ce matin dans la plénière d'ouverture, tu as parlé du réseau Afrique 2000, tu as parlé d'AGCS. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment les choses se sont construites, avec qui? Encore une fois, on a la chance d'avoir des gens ici dans la salle qui ont participé et on prévoit un temps suffisant pour échanger avec la salle. Est-ce que tu veux bien revenir sur cette histoire des réseaux? Ah oui, alors, en fait c'était en 97, comme on disait, il y avait des traitements qui commençaient à circuler dans les pays du Nord et il y a eu un atelier, c'est là où on était avec Alucila, avec beaucoup d'organisations des pays de l'Afrique de l'Ouest, plus l'ANSS seulement, qui n'était pas de l'Afrique de l'Ouest. Et ce que je me rappelle, c'est un atelier qui nous a permis à avoir de l'assurance. Je me rappelle Arnaud qui nous disait « Personne ne viendra parler pour vous. Même aide ne le fera pas pour vous. » C'est là où il disait « Il faut faire avec vous. Nous allons vous accompagner, mais vous allez prendre d'abord vos responsabilités. Il faut accepter et il faut oser. »
C'était la première fois que j'ai fait une formation. On a fait des mises en scène avec des journalistes, d'ailleurs il y a eu un ministre qui est venu, donc on allait comme si on allait faire un plaidoyer. Et après on s'évaluait. Plus tard, chaque organisation devait faire une pratique dans son pays. Et moi, je sais qu'au Burundi, les médias nous ont beaucoup aidés. Et c'était avec une assurance, tu te dis, je l'ai fait devant un ministre français. Donc, je vais le faire aussi avec un ministre burundais. Et ça a marché. Ce réseau Afrique 2000, ça avait un objectif aussi de nous renforcer et de renforcer la collaboration sud-sud. Je me rappelle que Arcade Sida, qui était CESAC à ce moment, ils avaient des ateliers culinaires. Et quand on a échangé, c'est quelque chose qui nous parlait. En Afrique, une femme a de l'importance quand elle fait la cuisine. Et une femme vivant avec le VIH, quand elle faisait la cuisine, personne ne voulait manger. Et ça, c'est comme si on te prend ta dignité. Arcade Santé, qui était CESAC, nous a appris, et nous sommes allés faire des formations, et facilitées par aide, pour voir comment ces ateliers culinaires rassemblaient d'abord les femmes. C'était un moment convivial, mais c'était aussi avec des nutritionnistes qui pouvaient montrer comment on peut faire un repas qui pourrait aider par rapport à une maladie, on a une diarrhée, qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de moyens. Nous avons exporté l'expérience de Arcade. Et je sais que l'ANSS avait commencé avec des conseillers personnes vivant avec le VIH. Et ça permettait, et c'était quelque chose qui parlait, parce que lorsqu'on faisait du counseling et qu'on donnait les résultats en disant « moi-même, je sais ce que vous êtes en train de vivre », c'était quelque chose qui était un peu différent, parce qu'on te disait au moins, parfois le médecin, même s'il est compatissant, il va te dire « oui, je sais », mais tu te dis « mais tu sais quoi, tu ne sais pas ». Mais quand c'est une personne infectée, elle te dit, je vis ça et je sais ce que tu es en train de... Et Arcade a pris cette expérience aussi. Je t'interromps juste sur ça parce que Bintou va nous raconter comment ces ateliers sont venus et pourquoi. Ces ateliers culinaires, à l'époque, répondaient à une urgence nutritionnelle. Parce que malheureusement, nous avions des croyances socio-culturelles, des perceptions socio-culturelles qui mettaient beaucoup d'interdits en lien avec les symptômes de la maladie. Quand on a la diarrhée, on ne doit pas manger de la viande ni les œufs, des interdits qui empêchaient le patient de manger des aliments qui, au contraire, allaient le soulager. Donc, nous avions pensé à une solution locale, organiser des ateliers culinaires une fois par semaine, avec comme objectif de lutter contre ces interdits alimentaires. Donc, il ne fallait pas juste préparer un repas, il fallait ajouter aussi de l'éducation nutritionnelle dans un langage facile, en langue locale, les 3 groupes d'aliments, qu'est-ce que ça servait, qu'est-ce que ça apportait, avant de passer à la table. Donc, c'est ce qui a fait les ateliers culinaires. Et ces ateliers culinaires ont été financés à l'époque par SIDAction. Et je me rappelle qu'Éric Fléton est venu au Mali et qu'on était allés au marché ensemble pour aller voir un peu comment nous faisons les achats, comment on pouvait justifier, parce que c'était le financement de SIDAction à l'époque. Et ça m'a laissé de très bons souvenirs, on faisait des recettes. Le principe de tout cela, c'est que nous avions une responsabilité locale, nous avions des connaissances locales et tout ce que nous apportons aux patients, c'était réfléchi localement.
mais c'était accompagné, c'est-à-dire la présence de aide, la présence des partenaires de la France, c'était accompagner, renforcer et donner de la confiance. Et je pense que c'est ce qui a fait le charme de ce partenariat. Ce n'est pas quelque chose qu'on a amené du nord vers le sud. Au contraire, on est allé voir notre contexte local, on est allé voir ce que nous faisions et on nous a encouragés, on nous a donné de l'assurance, on nous a donné l'expertise. Ce que vous faites est bien, continuez. Et je pense que c'est un peu le fondement du partenariat que nous avions avec les organisations françaises. La confiance et le respect de ce que nous sommes. Akima, tu veux dire un mot? Après, je pense que ce sera important de revenir sur cette question des réseaux et sur la dimension de la gouvernance, parce que toutes vous en avez parlé. Vous avez toutes parlé d'Arnaud Marty-Lavozelle, qui a été longtemps président de l'aide et qui a joué un rôle très important dans l'international, mais je te laisse là. Oui, justement. Moi, je voudrais dire que, si tu veux, c'est la création, le contexte de la création, aide, le contexte de la création de ces réseaux. C'est dans le cadre du département des actions internationales, créé sous la présidence de Arnaud Marty-Lavozelle. Il ne faut pas oublier, Arnaud était un French doctor. Il était avec Kouchner au Biafra. Il avait donc, pour lui, c'était très important, le caractère mondialiste, c'était très important, les droits humains également. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut les situer. Et en préparant, parce que moi je ne suis pas capable d'arriver comme ça, hein, en préparant cette table ronde, j'ai retrouvé une déclaration d'Arnaud aux assises des 10 ans de aide en 1994. Simone Veil était à l'époque ministre de la Santé, elle était présente, et c'est pour vous dire que c'était déjà, les réseaux, c'était déjà dans un esprit décolonial et dans un esprit mondialiste. Il s'adresse à Simone de Beauvoir en lui disant, à Simone Veil, la féministe, une responsabilité nouvelle nous incombe. Comment partager notre savoir-faire comme nos errements avec des personnes vivant dans des pays où l'épidémie s'amplifie de manière inquiétante? Allons-nous longtemps accepter que 80% des fonds consacrés à la lutte contre le sida dans le monde ne soient destinés qu'à 15% de la population la plus riche? Et c'est dans la foulée de ces assises qu'il y a eu la préparation du sommet de Paris. Vous êtes sûrement... Là, je vous parle d'un temps que les moins de 50, 60 ans ne peuvent pas connaître. Donc, le sommet de Paris, organisé par le gouvernement français, à l'initiative du gouvernement français, a constitué un tournant majeur. Un tournant majeur dans deux domaines. D'abord, Arnaud a imposé à des organisateurs la présence de communautaires. Puis il y a eu la déclaration de Paris dans laquelle a été adopté le principe JIPA, c'est-à-dire le principe de la participation des communautaires. Et puis il y a eu aussi les 40 chefs d'État, parce qu'il y en avait 40, se sont engagés à protéger et promouvoir les droits des PV-VIH et de ceux qui sont le plus exposés à l'infection. Donc voilà dans quel contexte ont été créés ces réseaux. Donc ce n'était pas du tout la relation qu'on pouvait avoir avec d'autres associations, d'autres ONG. C'était totalement différent. Jeanne, si on revient sur ces réseaux et qu'on vient dans les choses qui sont plus structurelles, comment vous avez vécu ça avec elle? Quel type de relation il y avait? Là, on a parlé de visite, on a parlé de Vincent Pelletier ou d'autres. Est-ce que ça s'est fait aussi avec la NSS? Est-ce qu'il y avait des choses sur la gouvernance, la finance ou d'autres? Et puis j'aimerais bien après que tu nous dises un mot de la création d'AGCS, que tu as longtemps été la porte-parole. Alors, si tu permets, je voudrais... il y a quelque chose que je n'ai pas dit. C'est à la NSS, ce n'était pas des médecins. On n'était pas des médecins. Mais moi, je me rappelle, j'ai eu un médecin belge qui m'a demandé si j'avais les moyens de faire des CD4. Je suis allée à Nairobi. J'ai fait les CD4.
Mais pour minimiser les coûts, j'ai pris les résultats, je suis revenue au Burundi et je me suis dit c'est tellement compliqué, il faut que j'aille voir un professeur agrégé pour interpréter ça. Et j'arrive, il était très humble, très honnête, et me dit je ne pourrais pas. Donc j'étais obligée de prendre encore un autre vol pour retourner à Nairobi. Mais avec aide, avec remède, avec Jérôme Soletti, j'ai commencé à m'informer, à lire tout. Au Burundi, les malades du sida, quand les médecins leur prescrivaient, ils disaient je vais d'abord aller voir Jeanne. J'étais devenue le médecin, sans être médecin, j'ai jamais prescrit quoi que ce soit, mais je prenais les bouquins d'aide et Jérôme, chaque fois que je l'appelais, il y a tel problème et il m'envoyait ce que j'envoyais chez les médecins. Et j'ai beaucoup de respect pour les médecins qui étaient humbles, acceptaient ce que je leur dis et changer parfois les dosages qu'on donnait aux patients. Parce qu'à ce moment, il était question de trouver, de nous soigner nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de très important que je voulais ajouter. Alors, la relation qu'on avait, c'était... moi, je dis toujours, que ce soit aide, que ce soit SIDAction, ce sont des relations de partenariat. Et le partenaire qui respecte, il n'y avait pas une association qui était au-dessus. On discutait d'égal à égal, bien que c'était des financements, mais ces aides n'a jamais imposé le mode de fonctionnement à la NSS. C'est la même chose, je me rappelle, Eric qui disait de toute façon, si je te disais ce que tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire, je te connais. Ben, c'était ça. Il y avait un respect mutuel. Et lorsque je parle d'AGCS, et que chaque fois quand je parle d'Africa Gay contre le sida, c'est toujours Feu Georges Kanoma, qui était allé, c'est Aide qui a organisé la participation de Georges à Mexico. Et c'est là où ils ont... Moi, je n'étais pas là. Mexico, c'est 2008, c'est la conférence internationale. Exactement. C'est en 2008. Et il revient, il me dit, ça y est, maintenant on a un cadre. En fait, les hommes qui ont les relations sexuelles avec les autres hommes n'avaient pas, dans les pays francophones, ils n'avaient pas un cadre. C'est Aide qui les a aidés à avoir ce cadre. Et ce cadre, c'était aussi de faciliter, mais pas imposer ce qu'ils vont faire. Donner le cadre de discussion, où ils vont dire ce qu'ils vivent et chercher les moyens ensemble. Plus tard, il y a eu un projet d'ailleurs, Aide SIDAction, et qui nous a permis justement de mettre en place des projets, de donner que ce soit pour la prévention, que ce soit pour la prise en charge pour les populations homosexuelles. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier parce que c'est 2008, la NSS était là depuis 1993 et je dis toujours à Georges, quand il est venu me voir, il me dit mais tout le monde dit que tu es dans la lutte contre le sida et tout le monde pense que tu es une héroïne, mais moi je ne pense pas comme ça. Il est dans mon bureau, dans nos cultures, quand on est jeune, on respecte. Pour moi, c'était pas un grand respect. Je dis bon, ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu es à côté de la plaque. Et pour ceux qui les connaissent, alors il éclate de rire. Je dis, qu'est-ce que je devais faire? Il dit, tu sais, vous êtes dans la lutte. Et il y a une catégorie des gens qui est hautement vulnérable. Et vous les avez oubliés. Je dis, mais qu'est-ce qu'il te faut?
Mais on ne sait même pas se protéger. Je dis, mais on a des préservatifs. Alors il éclate encore. Il dit, mais tu penses que les préservatifs, ça suffit? Je dis, mais tu veux quoi? Il dit, gel. En 2008, je ne savais pas le gel. Je dis, gel. Alors là... Et quand j'appelle Éric Fleutelot, je lui dis, on m'a parlé des histoires de gel. Alors lui aussi, il me fait la même chose. Et il dit, ah, toi-même, tu ne sais pas le gel. Je dis non. Il dit, bon, c'est bon signe quand même. Hein. Ça veut dire que ça marche chez toi quand même. Parce que toi-même, tu devais en avoir besoin. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec, encore une fois, aide et sédation, à avoir les médicaments d'une façon officieuse et des préservatifs avec du gel. Donc c'était le début d'une prise en charge et de la prévention auprès des homosexuels. Africa Gay qui est devenu AGPS. Et au début je me disais, mais bon, est-ce que je m'implique? Mais Georges me dit, tu dois t'impliquer parce que nous avons besoin des gens qui ne sont pas nécessairement des homosexuels, mais qui nous accompagnent. Et c'est quand on a dit on va maintenant faire un cadre, on va parler, il faut qu'on dise tout haut ce que nous vivons. Donc on a fait Africa Gay, après ça a été Africa Gay contre le sida, mais avec encore une fois Yves Yombe. On a demandé à ce qu'il y ait des porte-paroles. Donc nous avons été les premiers porte-parole, Yves et moi. Et d'ailleurs, ce qui m'a valu qu'on me mette sur des sites pour dire elle doit être lesbienne. Heureusement que mon mari était là pour me soutenir. Elle doit être lesbienne. Et c'était en ces termes, on peut pas diriger un peloton si on n'est pas soi-même militaire. Donc, mais en même temps, cette force qu'on a eue, cet accompagnement, cette assurance que nous avons eue auprès des militants, militantes de aide, ça nous a mis en confiance que rien ne peut nous arrêter et que cette lutte, ça reste notre lutte. Et je pense que rien ne peut nous arrêter malgré toutes les pénalisations et les criminalisations. Alors là, on est en 2008 et on va y revenir parce que c'est l'année de la création de Coalition Plus et c'est très important, c'est l'étape suivante. Mais ça faisait déjà 6 ans que le Fonds mondial était créé, qui était un tournant important, et c'est aussi pour ça qu'on avait sollicité Rallye, parce qu'on a beaucoup parlé d'Arnaud Marty-Lavozelle dans ce qu'il a fait avec vous, mais il a eu un rôle aussi au moment où, juste avant la création du Fonds mondial, et puis il y a eu une directrice générale de aide aussi qui a été très investie. J'aimerais bien que Rallye, tu nous dises un mot et de Arnaud à la création et de ce qu'a poussé Hélène Rosser dans la création du Fonds mondial, et puis après on reviendra sur ce que ça a permis. Le Fonds mondial, qui est une institution qui s'occupe de financer les pays en développement pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a été créé qui a été adopté comme décision au niveau de l'ONU en 2001 et qui a été lancé concrètement en 2002. Le Fonds mondial, c'est un peu la filiation de ce dont parlait tout à l'heure Bintou et Hakima, le Fonds de solidarité thérapeutique internationale lancé par Kouchner et Chirac en 1997. Et elle était déjà très impliquée. Elle était déjà au conseil d'administration, et dans mon souvenir, c'était Arnaud, de ce fonds qui avait pas beaucoup d'argent, il y avait à peu près 1000 ou 2000 places de traitement, je crois, pour le monde entier dans ce fonds, mais ça a permis de préfigurer, à l'époque, on se battait sur le principe même, en fait, qu'il puisse y avoir des traitements dans les pays en développement. On nous disait c'est les médicaments les plus high-tech du monde, donc c'est impossible déjà on a du mal dans les pays les plus high-tech, alors c'est impossible, ça n'aura jamais lieu dans les pays en développement, même si c'est là qu'il y a le plus de malades. On nous disait de toute manière ils n'ont pas l'eau potable, donc ils ne pourront pas prendre des médicaments. Voilà, donc cette initiative-là... qui disait ça, ouais. C'était les États-Unis, c'était l'agence de coopération américaine qui était la plus vocale pour dire que c'était absolument pas possible. Et derrière, il y avait les laboratoires, évidemment. Il faut dire que quasiment tous les antirétroviraux sont fabriqués par
ont été trouvés par des Américains et sont fabriqués par des laboratoires américains. Donc moi je dirais que ça commence là, et cette initiative française a eu pour mérite de briser le tabou et de rendre possible et pensable quelque chose qui, dont le principe était complètement rejeté. Donc quelques années plus tard, à peu près 5 ans plus tard, la communauté internationale finit par admettre l'évidence que ça ne va pas être possible d'avoir les traitements qui honorent, et crée le Fonds mondial. Et là, Arnaud fait tout de suite partie de la petite équipe qui cherche à préfigurer la construction de l'institution. Donc en juin et juillet 2001, moi j'étais à l'AG de l'ONU. Il y avait une AG de l'ONU qui avait été déclenchée spécialement c'était la première fois qu'il y avait une AG de l'ONU sur un sujet social. Normalement ils parlent que de guerre ou de choses comme ça. Donc là c'était sur le sida. Cette AG dit on va créer un fonds mondial. Et là, des diplomates principalement des pays riches, ceux qui allaient payer pour la création de ce fonds, commencent à se réunir. Il y a eu 3 réunions entre l'été 2001 et le lancement du Fonds mondial en avril 2002. Et Arnaud fait partie d'une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent à cette époque-là, je crois que c'était à Bruxelles, pour appuyer les négociations de ces différents diplomates et préparer concrètement la mise en place du fonds, les statuts, l'administration qui allait recevoir de l'argent et débourser de l'argent, l'envoyer dans des pays en développement. Il y a un compte qui a été créé à la Banque mondiale, des choses comme ça. Voilà, donc finalement la participation de elle, encore une fois, à cette époque-là, beaucoup en la personne d'Arnaud pour ce qui est du Fonds mondial commence même avant la création du fonds, durant la période de lancement. Et puis, alors on s'est beaucoup battu justement entre l'été 2001 et avril 2002 sur les statuts du Fonds mondial. Il y avait une grosse bataille qui était... La plus grosse, c'était est-ce que le Fonds mondial va payer ou pas les traitements, puisque à l'époque il y avait... alors les États-Unis étaient déjà un peu plus... le gouvernement américain était déjà un peu plus soft sur la question, mais entre-temps, c'était la Grande-Bretagne qui était très opposée au principe que le Fonds mondial puisse payer les traitements. Il y avait ce qu'on appelait, d'ailleurs ce qui continue un peu toujours, un truc qui s'appelle le consensus de Washington, qui est une sorte d'accord entre la Banque mondiale et les différents pays riches pour dire que on ne doit surtout pas payer dans l'aide de développement tout ce qui est les frais récurrents. Et donc évidemment, nous, le médicament, c'est à vie. Et donc, il n'était pas question de payer ce genre de choses. Donc on s'est beaucoup battu durant cette période-là pour le principe que le fonds puisse payer les traitements, et aussi pour avoir notre place, nous, dans la gouvernance. Donc la gouvernance du Fonds mondial, elle est unique. Je peux vous dire qu'il y a 2 ans, après le Covid, un autre fonds a été créé spécifiquement pour la préparation aux futures pandémies, pour qu'on ne répète pas le même sketch qu'on a fait au niveau mondial pour le Covid. Et bien, la gouvernance de ce fonds, c'est la même que celle du Fonds mondial. C'est-à-dire qu'en 20 ans, ça n'a pas malheureusement progressé. On a essayé de pousser un peu plus loin, mais on n'a pas eu gain de cause en 2022. Et en 2002, on a obtenu une gouvernance de ce Fonds mondial avec, à part égale, pays riches et pays en développement, ce qui s'était jamais fait avant. Donc en termes de droit de vote, les pays qui mettent pas d'argent, qui se contentent de le recevoir, ont autant de droits de vote que les pays qui mettent tout l'argent. Et puis, nous aussi, société civile, c'est-à-dire association du Nord, association du Sud et personnes vivant avec le VIH, la tuberculose et le paludisme. On a aussi notre place chacun à CA et un droit de vote. Donc la personne qui représente les PV-VIH au CA du Fonds mondial, elle a le même droit de vote que le représentant des États-Unis, qui met à lui tout seul un tiers de l'argent. Et donc ça s'est pas fait tout seul, il a fallu beaucoup se battre. 2 ans plus tard, les choses ont commencé à se mettre en place. On a commencé à organiser en tant qu'activiste comment allait se faire notre représentation au sein de cette institution, qui était évidemment un enjeu hyper important parce que ça dépensait, c'était là que se prenaient les décisions sur l'allocation, quel pays, pourquoi faire, et tout ça. Et donc
la première personne qui avait siégé, c'était des mandats de 2 ans, était arrivée au bout de son mandat, et Hélène Rosser, la directrice de Aide à l'époque, s'est lancée dans la piste. Il y avait pas mal d'enjeux parce qu'il y avait différentes obédiences sur un peu à quel pays on risquait le Fonds mondial risquait d'être inféodé, en l'occurrence à l'époque les États-Unis de George Bush. Et donc Hélène a remporté la bataille. Moi j'ai fait partie avec plein d'autres de ceux qui ont fait campagne pour son élection. Et elle s'est retrouvée au bout de quelques mois à être aussi vice-présidente du CA. Donc c'était la première fois, et ça ne s'est pas passé souvent dans l'histoire du Fonds mondial, que la vice-présidence du CA aille à la société civile. En général, c'est des États. Et elle a partagé la vice-présidence avec le ministre de la Santé américain. Et en fait, qui était donc un républicain, était nommé par George Bush. Et ensemble, en fait, ils ont réussi à se mettre d'accord sur pas mal de choses. C'est là qu'on a gagné, par exemple, le fait que le siège, le strapontin qu'on avait réussi à créer en dernière minute en 2002 pour les PVVIH, soit lui aussi ait un droit de vote. Et c'est là qu'on a gagné aussi la création de quelque chose dont je pense que Hakima, Bintou et Jeanne vont nous parler, qui est les instances de coordination nationale dans les pays, c'est-à-dire un peu la réplication au niveau national de ce principe qu'on avait gagné au niveau international au Fonds mondial, c'est-à-dire qu'on est à la table, qu'on a un droit de vote, et en l'occurrence même que si jamais on ne signe pas, on peut bloquer et le pays n'aura pas son argent. Et sans ça, je peux vous dire qu'il y a une grosse partie des programmes, y compris en direction des populations qui les d'élus, qui se feraient pas. Alors Hakima, tu voulais dire quelque chose? Après, il faut vraiment qu'on prenne le temps de parler de la création de coalitions. Juste pour dire, lorsque j'ai dit, c'est l'USAID qui avait dit les Africains ne savent même pas regarder l'heure, ils ne connaissent que le lever et le coucher du soleil. Ça avait été repris dans le monde. Ça m'a frappé cet article, je n'ai jamais oublié. Il y a Jeanne qui s'est penchée vers moi qui me dit ils n'étaient pas les seuls, il y avait l'OMS. Et ça m'a rappelé que j'étais au conseil consultatif du sida à l'OMS avec Arnaud. Et avec Arnaud, on se battait contre les directeurs des programmes nationaux des pays africains lorsqu'on parlait d'accès au traitement. C'est juste pour vous dire combien on vient de loin. Avec Arnaud, on s'arrachait les cheveux, on se disait mais c'est pas possible. Il disait non, c'est pas possible le traitement dans notre pays. Les représentants. Et puis aussi, à propos, tu parlais de la Grande-Bretagne, je veux dire, les pays étaient si peu disposés à participer, à contribuer financièrement à l'accès au traitement, que pendant la préparation du FSTI, j'ai été très impliquée. J'étais au ministère de la Santé et à la fin d'une réunion, Kouchner débarque et il dit « Je vais aller voir demain le ministre de la Santé de Grande-Bretagne. Hakima, tu veux venir avec moi ?» Je dis « Non, j'ai mon avion ce soir. » C'est pas grave, allez, tu vas changer ton billet d'avion. Et on va voir, dans un avion privé, champagne et tout, hein, c'était vraiment bien, hein, c'est la première fois que j'allais dans un avion privé, la dernière. On a été reçus comme des malpropres. Mais vraiment, je vous assure, mais d'un mépris. Mais de quoi vous venez me parler? Du traitement dans les pays du Sud? Voilà dans quel contexte est né cette ovni qui a été le Fonds mondial, qui a transformé l'accès au traitement et à la prévention dans nos pays. Voilà, j'ai été bref. On va y revenir après au Fonds mondial, parce que c'est une organisation que vous connaissez bien aujourd'hui. Donc on a fait un petit tour 2002-2008 là, sur la création du Fonds mondial. Il y a la création de Coalition Plus en 2008, qui est une coalition internationale d'associations communautaires de lutte contre le sida, avec plusieurs cofondatrices, dont Arcade Santé Plus, la LCS au Maroc, la COP-SIDA au Québec et Aide en France, et rapidement rejoint par la NSS.
Et vous avez été plusieurs à m'en parler sous différents aspects. J'aimerais revenir là-dessus. D'abord, il y avait un enjeu, tu en as parlé pour le Fonds mondial, Raline, il y a une question de gouvernance. Et j'aimerais bien que vous me parliez de ça, parce que vous avez dit, voilà, il y a eu de la réflexion sur la gouvernance dans les réseaux d'accompagnement, mais Coalition Plus, c'est un changement de la gouvernance. J'aimerais bien que vous en disiez un mot. Et puis je crois que Pintou, c'est toi qui as dit ça, elle dit Coalition Plus, ça a changé Aide. Voilà, alors j'aimerais bien que vous me parliez de ce moment, comment ça s'est créé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, l'une de vous a parlé de Vincent Pétrier, qui était directeur général de Aide après Hélène Rosser, qui est et toi, et c'est lui qui a mis un peu le feu pour ouvrir Coalition Plus. Je dis le feu parce que c'est au sens d'un feu novateur, rénovateur. Voilà, un peu comme quand on fait un brûlis pour qu'il y ait des choses nouvelles qui poussent, quoi. Coalition Plus, c'est aide à l'international. C'est-à-dire, quand nous avons été contactés par Vincent pour parler de la création de Coalition Plus, c'était une union déjà à l'international. C'est-à-dire que aide était nationale, mais Coalition Plus, c'était l'international. Et je pense que c'est ce qui a changé, parce que non seulement ça s'adressait à des structures qui avaient une très forte voix dans leur pays, donc c'était des structures communautaires mais éminemment politiques, qui avaient une voix dans leur pays, qui s'exprimaient, qui avaient une gouvernance bien notée. On avait tous des comptes qui étaient audités, certifiés. Et je me dis, et ces comptes qui étaient audités, certifiés, c'est fut l'accompagnement de l'aide à Arcade, SIDA pendant de longues années, pour nous apprendre à tenir une comptabilité bien faite. Et quand le Fonds mondial est arrivé, ça a été un avantage comparatif, parce que nous avons été sélectionnés comme sous-récipiendaires des fonds du Fonds mondial, parce qu'on avait justement une gouvernance de qualité. Et quand Coalition a été créée, ce fut un moment extraordinaire de fédération, de différents visages. Moi, je n'avais jamais connu Coxida, par exemple. Et je viens, à travers Coxida, savoir comment la lutte contre le sida se faisait autrement. C'était quelque chose qui était extraordinaire pour moi. Je n'avais pas aussi de contact avec la LCS, bien que voilà, la LCS n'était pas dans le réseau Afrique 2000. Donc, ce fut aussi une autre découverte. Et le fait que Coalition Plus voulait s'agrandir à l'international, en incluant plein de gens, plein d'associations de lutte contre le sida qui sont aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, c'était tout simplement extraordinaire. C'était une fédération qui avait une force incroyable, à mon avis. Et cette force-là, on le tirait les uns des autres. C'est-à-dire que c'est comme si tous ensemble, on décidait d'attaquer un problème, on l'attaquait sur tous les fronts. Localement chez nous, à l'international, à Paris, au Canada, au Burundi, au Maroc, le même problème était traité par tout le monde. Parce qu'on avait une vision commune. On avait tellement de choses en commun que ce n'était pas possible. Et cette vision commune-là était partagée par Aide, mais à égalité. Bien que Aide, Coalition Plus est née un peu de Aide, mais c'était une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire. Et je pense que les militants de Aide peuvent être très fiers d'avoir conçu quelque chose qui les a échappés totalement. Qui les a échappés, parce que Coalition Plus, c'est nous. C'est nous. Donc, je me dis, ce fut un moment tellement exaltant de découverte, de force, de partage d'expérience. C'est incroyable, hein? C'est ce vent-là qui nous a tous emportés. Hein, Bruno, on a surfé sur des choses. Hein? Un mot pour ceux qui ne connaissent pas Coalition Plus. Aujourd'hui, Coalition Plus, c'est le plus grand réseau mondial d'associations de lutte contre le sida.
C'est une voie incomparable qui a organisé pour la 5e année consécutive la semaine internationale du dépistage la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais déjà plus, ça va tellement vite. Et donc c'est une organisation extrêmement importante. Akima, tu veux nous dire un mot de la genèse, la petite genèse? Oui, parce que bien sûr je l'ai vécu, toi. Alors, avant, en 2004 déjà, je crois bien, oui, en 2004, j'étais à Paris et Vincent Pelletier me téléphone, me dit je peux venir prendre le petit déjeuner avec toi à ton hôtel? Je dis bien sûr. Il me dit Akima, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que tu serais d'accord que aide la LCS à avoir une gouvernance transparente, professionnelle, etc. Je dis oui, bien sûr. Il me dit attention, je vais connaître vos finances, votre mode de fonctionnement mieux que toi. Je dis alors vraiment pas de problème. Et c'est là que des directeurs de aide viennent à Bamako et à Casablanca 3-4 fois par an, une semaine, pour nous mettre à niveau notre gestion financière. C'est comme ça qu'on est contrôlé sans réserve, machin et tout. Je ne suis pas directrice, donc j'en parle pas aussi bien que toi. Et en fait, il n'y avait pas encore l'idée de coalition, mais n'empêche que les deux associations africaines cofondatrices sont les deux qui ont bénéficié de ce soutien de mise à niveau de la gouvernance. C'était, voilà, et à partir de là, Coalition pouvait nous donner chaque année 100 000 dirhams sans rien contrôler, 100 000 euros, heureusement, pas dirhams, mon Dieu, sans rien, sans rien contrôler, sans voir ce qu'on en fait directement, sou par sou, sans que ça soit fléché. C'est parce qu'on avait une comptabilité parfaitement transparente, donc nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être cofondatrices toutes les deux. Alors comment est née cette idée quand même? C'est important. Bruno est là, en face de moi. Bruno, dès qu'il est arrivé à la présidence de aide, il faut renforcer le caractère communautaire de tous nos partenaires. Il faut renforcer le caractère de tous nos partenaires. Et le directeur général de l'époque réfléchit, comment on peut le faire? Et là, quand même, il faut reconnaître, il a une idée de génie de cette organisation de coalition. De faire, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas dès que nous sommes arrivés que nous sommes devenus aussi fortes que nous sommes actuellement, mais très vite, très vite. Et quand même, cette idée, elle a été soumise à un conseil d'administration qui l'a acceptée. Ça a été quand même, moi j'étais impressionnée de la facilité avec laquelle aide a accepté de se départir de son action internationale et de financer cette nouvelle structure qui, elle, allait amplifier tout ce que aide voulait mettre dans le partenariat avec les associations du Sud essentiellement, et de le faire d'une façon extrêmement professionnelle. Et je ne sais pas si on parle déjà de qu'est-ce que c'est que coalition. C'est quand même incroyable. Coalition, c'est vraiment l'exemple même de la décolonisation des relations Nord-Sud. Comme tu dis, c'est nous, coalition. Heureusement qu'il y a un secrétariat. Et il est précieux, et il est professionnel, et il apporte énormément. Mais nous sommes tous au conseil d'administration, c'est nous qui décidons des orientations, des priorités, voilà. Donc, vraiment, on a parlé de la chance du Fonds mondial, mais il y a eu aussi une deuxième chance, et surtout maintenant, avec les guerres à Gaza, au Liban, en Ukraine, au Soudan, avec les problèmes financiers en Argentine, avec toutes les menaces sur la lutte contre le sida, avec les coupes dans les financements de la coopération, et c'est moins 30% pour l'AFD, je crois, en France, cette année, l'année prochaine.
Eh bien, heureusement qu'il y a coalition. Et lorsque l'un de nous a un problème, nous sommes tous là, derrière lui. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai vu ta main, Radhik, mais je voudrais là qu'on prenne les quelques minutes, puis essayer de garder un peu de temps pour les questions, sur cette question de la décolonisation d'aide et revenir sur le Fonds mondial. Parce que si le Fonds mondial, ça reste une organisation encore très novatrice, là on a 3 organisations récipiendaires principales pour certaines du Fonds mondial, donc vous connaissez bien les avantages et les difficultés, et j'aimerais vous dire pour Coalition Plus, donc vous êtes au conseil d'administration, Bintou est d'ailleurs la vice-présidente. Pour les années qui viennent, c'est quoi les enjeux pour Coalition Plus, pour notre action collective au niveau de l'international? Qu'est-ce qu'on doit porter comme sujet? C'est quoi la suite en fait? Même si on reviendra sur ça à la plénière de clôture. Je dirais par exemple la décolonisation de l'aide. L'aide, des subventions liées à la lutte contre le VIH-Sida. C'est important de dire ça parce que je parle des exemples concrets. Des exemples concrets, c'est quoi? C'est un peu je ne sais pas comment dire ça. On a le sentiment, nous, organisations locales, qui sont pillards des subventions du Fonds mondial, récipiendaires principales des subventions du Fonds mondial, nous avons souvent le sentiment qu'on est un peu maltraité. Maltraité, pourquoi? Parce que, par exemple, les subventions du Fonds mondial, qui sont des subventions qui ont vraiment sauvé la vie de pas mal de gens, souvent ce n'est pas équitable. C'est-à-dire les organisations internationales qui sont dans mon pays, par exemple, prennent des frais de gestion. Et ces frais de gestion, nous, organisations locales, on n'y a pas droit. Qui a pris cette décision-là? Qui a décidé que c'est comme ça que ça devrait se faire? Je suis ONG locale. Je suis autant performant qu'une organisation internationale, sinon plus. Et pourquoi les organisations internationales ont droit des frais de gestion et pas moi? Il y a beaucoup de choses qui s'est dit, mais le problème, il est là. Il y a certaines organisations de la société civile qui sont aussi récipiendaires principales dans leur pays, mais qui ont eu des frais de gestion. Mais même s'ils ont des frais de gestion, la souveraineté de la gestion de ces frais est problématique parce que ces frais ne peuvent pas le faire à leur guise. C'est souvent des choses qui sont très réglementées au détriment un peu de la volonté de l'association elle-même. Donc, décoloniser les choses, je pense qu'on devrait d'abord commencer par militer pour qu'il y ait cette décolonisation-là de l'aide, surtout les subventions du Fonds mondial qui, avec beaucoup de respect, ont permis de lutter, de sauver des milliers de vies, dont celui des Maliens. Donc moi je me dis, aujourd'hui, il est temps déjà qu'on puisse parler de ça. Que cette double standard se soit arrêté. Parce que dans certains pays, c'est possible, dans d'autres, c'est pas possible. On ne sait pas pourquoi. Nous, aujourd'hui, on est pillards depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, on demande d'avoir des frais de gestion. Alors que... Voilà. On ne devrait plus l'accepter, justement. C'est une réponse trop simple. Je complète Bintou pour dire la LSC, ce n'est pas PIAR, mais elle est sous-récipiendaire, parce que c'est une autre configuration. PIAR, c'est le PLUD. Mais nous sommes sous-récipiendaires société civile, comme si on était PIAR pour le financement de société civile. Nous nous sommes battus pour avoir les frais de gestion. Et ça n'a pas été du tout facile. Mais on nous dit c'est de cas par cas. Ce n'est pas normal. Cas par cas. Et puis à la fin, nous sommes arrivés à avoir 3%.
Et quand je demande pourquoi 3% et pas 4%, parce que ce qui est prévu c'est 4%, on dit mais on ne peut pas vous donner la totalité sans explication. Donc c'est dire, en fait je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble et dire que les choses soient claires. Parce que jusque-là, on parle aux gens du Fonds mondial, ils vont vous dire oui, ça peut arriver, mais on peut vous donner ça, mais ce n'est pas automatique. Le PNUD perçoit 7%. Quand c'est PIA, Akatsida et PIA perçoit 0%. Ce n'est pas normal. Et j'aime bien quand il dit la décolonisation de l'aide. C'est vrai, on a beau dire on est indépendant, mais quand on n'est pas autonome financièrement, on n'est pas dépendant, on est toujours colonisé. C'est le cas pour les financements du Fonds mondial, qu'il faut absolument que les choses soient claires. Et je pense que Coalition Plus, comme on l'a dit, aujourd'hui, nous pouvons peser dans les décisions. Et il faut que nous montons avec cette question. Nous avons déjà gagné beaucoup de combats, mais c'est encore le cas. Mais je voulais dire et préciser ce qui est au niveau de Coalition Plus. On a dit l'apport de aide, le financement de aide, tout ce que aide a fait. Mais ce qui est important en Coalition Plus, tout le monde a la même voix au niveau du conseil d'administration. Aide n'a pas une voix de plus. Aide n'a pas dit, comme c'est nous qui finançons, on aura une voix de plus. C'est important et les décisions sont prises vraiment par nous et au même niveau. Et c'est un cadre exceptionnel. Quand nous avons, encore une fois, quand je disais, j'ai envoyé une pétition à aide, aujourd'hui, quand au Burundi, nous avons des problèmes, c'est au niveau de Coalition Plus. Quand nous avons des réunions et on a des problèmes, on sent cette solidarité et ça n'a pas de prix. Merci. Hakima, 1 minute pour qu'on laisse quelques minutes de questions. Très bref. Je voudrais juste à propos de la décolonisation rendre hommage à Serge, notre chargé de plaidoyer directeur de plaidoyer à Coalition, qui dans un discours, j'étais pas présente mais je l'ai lu et relu, le discours qu'il a fait à la séance de clôture de la FRA-VIH à Yaoundé, qui a vraiment, il m'a ouvert les yeux sur la colonisation de l'aide, qu'est-ce que c'est. Vous avez pratiquement traité tous les points. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est que, dont nous n'avons pas encore parlé, c'est que les personnes qui travaillent sur le terrain, les éducateurs pairs, qui sont issus généralement des populations clés, ne sont pas reconnus à la hauteur qu'ils méritent. Ils ont des indemnités et n'ont pas des salaires. Et puis alors pour ce qui reste à faire, bon, il y a à chercher de l'argent bien sûr, préserver notre caractère communautaire malgré toutes les difficultés, et puis qu'on ne soit pas noyé dans la santé mondiale. Moi, je n'ai pas pris le virage de la santé mondiale, reste lutte contre le sida. C'est pourquoi ces frais de gestion devraient contribuer à construire pour les associations bénéficiaires, surtout les associations locales, un plan de pérennité, un plan de durabilité qui pourrait permettre à la structure de se préparer à la fin des subventions. Et moi je me dis, c'est fondamental. Aujourd'hui, 30 ans après, comme vous venez de le dire, Hakima, nous avons créé de nouveaux métiers, nous avons formé des personnes qui ont une grande expertise, qui ont contribué à lutter contre les maladies, mais ces personnes-là qui sont là,
quel est leur devenir lorsque les financements ne seront pas là? On va parler de nos États, c'est vrai, mais nos États ont la capacité que nous connaissons. Et aujourd'hui, nous, organisation de la société civile, nous avons une responsabilité aussi par rapport à ces personnes-là. Construire un plan de durabilité, c'est apprendre à survivre sans les financements. Apprendre à mobiliser nous-mêmes d'autres ressources, à diversifier nos interventions, à trouver d'autres partenaires. Mais tout ce plan de durabilité, de pérennité là dont je parle, doit être construit par la structure. Aujourd'hui, dans mon domaine, je suis un expert, c'est vrai. Mais je suis un expert qui dépend des financements, qui a trop de dépendance. Et ça me rend vulnérable. Et aujourd'hui, on devait travailler à être moins vulnérable, moins dépendant à ce que nous sommes. Nous avons été pendant 30 ans. Et cela nécessite aussi un accompagnement qui doit avoir lieu tout de suite et maintenant. Merci. On a quelques minutes pour prendre quelques questions. Merci beaucoup de vos interventions, mais ce n'est pas terminé. Donc, je vois une première main qui s'est levée là. Une deuxième là. Excusez-moi, je voudrais juste... merci beaucoup. Je voulais juste vous dire qu'on n'aura malheureusement le temps de prendre qu'une seule question, je pense, pour pouvoir enchaîner avec la suite. Mais je ne doute pas que nos invités seront dans les métallos ensuite pour répondre à vos questions qui n'auront pas pu être répondues. Vous les connaissez pas hein, en disant ça. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Franck. J'ai une question à poser aux différentes intervenantes. Vous avez présenté différents modèles de réussite en termes d'associations communautaires en Afrique. J'aimerais savoir pour des jeunes, par exemple, qui veulent aussi lancer des associations comme les vôtres, quelles sont les étapes que vous leur recommandez de suivre et par la suite, quelles sont les étapes en fait pour rejoindre Coalition Plus? Merci. Tu veux une question après? Vas-y, Christophe, vas-y, je la répéterai au micro pour l'enregistrement. Rapidement, déjà je voulais dire que j'étais très admiratif évidemment de votre radio. Non, juste pour historiquement, quand on parle du sujet de la pensée coloniale, rappeler quand même que la recherche, notamment, s'est beaucoup appuyée sur l'Afrique. Moi, la première fois qu'à Acteur, en 94, en 95, on entend parler d'essais, c'est pour nous dire qu'il y a d'ailleurs un essai d'AZT chez la mère enceinte séropositive, à qui on allait donner de l'AZT pour empêcher la transmission à son enfant, mais qui n'aura pas droit à l'AZT après. Alors, donc, non mais Christophe, on a peu de temps. Deuxièmement, non mais parler aussi juste, parce que Jeanne, on me souvient, on était au Burundi en 98, avec UNES pour le réseau Planète Africa, et Rami connaît bien aussi, qui était un réseau qui permettait de connecter par Internet, on est vraiment au début d'Internet, les associations de personnes atteintes africaines avec le réseau mondial de l'Internet et les autres associations. C'est pour dire ça, mais voilà, par rapport au sujet, je veux dire, il y a eu aussi des initiatives très fortes en ce sens. Et dernier point, le Fonds mondial, il est un peu dévoyé aussi, parce que 20% aujourd'hui de l'argent de la France va à Expertise France et ne va plus au Fonds mondial exactement. Donc on est dans du bilatéral. Et c'est quand même ça aussi, l'impensé colonial, il est un peu là aussi. On retourne dans un fonctionnement bilatéral, alors que le Fonds mondial était censé au début être multilatéral. On donne de l'argent, mais on ne met pas notre drapeau dessus. Alors, la question d'impensé, c'était dans notre relation à nous. Mais donc, ce qu'a rappelé Christophe Martet, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites en Afrique, des recherches notamment sur le traitement de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, qui étaient vraiment, l'Afrique étant utilisée comme un terrain d'expérimentation, sans aucune rétribution concrète en termes de traitement par ailleurs. Et il disait aussi que cet impensé, il existe aussi parce que dans l'argent versé, dans les sommes que la France s'engage à verser au Fonds mondial, il y en a 20% qui vont à une organisation française. Donc, en fait, on enlève de l'argent. Et l'autre point qui soulignait, c'est qu'au tout début d'Internet, il y avait un réseau par mail, des listes de mails. Il y avait Remède, il y a le réseau Médicaments et Développement aussi qui existait comme ça, qui permettait aux organisations de se connecter. Sur créer une association et participer à un réseau comme Coalition Plus, ou plutôt les...
Voilà. Maintenant, vous êtes au conseil d'administration. Alors, vous pouvez déjà dire que s'il y a quelques conseils à donner, quand on veut créer une association, par quoi on doit passer, à quoi on doit être attentif? Je pense que monsieur a déjà une association et qu'il voudrait qu'elle intègre le réseau coalition. Bon, devenir membre, c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, c'est que plusieurs d'entre nous sont coordinateurs de réseaux régionaux, des plateformes, on en a 6, et vous pourrez candidater pour rejoindre la plateforme de votre région, et vous aurez le renforcement de capacité, vraiment vous bénéficierez d'énormément de choses de coalition. Je sais pas, tu as... D'un point de vue purement technique, parce que vous l'avez dit un peu, c'est sur quoi on portait les échanges, c'était la question de la gouvernance. Avoir un vrai conseil d'administration qui décide, qui délibère, c'est la question de la séparation entre l'exécutif et la tête de la gouvernance. C'est-à-dire que quand on est directeur général dans une association ou directeur, on met en œuvre une politique décidée par un conseil d'administration. Il faut qu'il y ait une vraie délibération. On ne peut pas être PDG, en fait. Président directeur général, ça marche pas. Et l'autre aspect, c'est la question de la gestion financière dont vous avez parlé, parce que c'est pas simple, c'est pas non plus insurmontable, mais ça demande une grande rigueur. Et cette grande rigueur-là, qui est très présente dans ces organisations-là, c'est ce qui permet aussi ensuite de se renforcer. On peut pas avoir une gouvernance solide si on a une organisation fragile. Si on a une organisation fragile, on va courir après l'argent, les bailleurs vont pas avoir confiance, et puis il faut montrer sa force sur d'autres sujets. Là, on a des experts du VIH, mais on a aussi des experts de la gestion financière, des experts de la gouvernance, c'est-à-dire de montrer qu'ils peuvent venir nous chercher sur le terrain du VIH, mais ils peuvent venir nous chercher aussi sur le terrain de la gouvernance. Ils peuvent venir, je dis nous, les bailleurs publics ou internationaux, sur la question de la gouvernance, et ils trouveront des gens, et on pourra leur donner des leçons, en fait. Et c'est ça qui est très important, en fait. Il ne faut pas être bon que techniquement sur notre objet social. Il faut être bon sur tout. Ah oui, alors, bien, d'accord. Alors donc, je vous remercie beaucoup. Merci Akima, merci.